Ok. On commence? Alors, bonjour. Je suis Pascal. Comme vous pouvez le deviner de mon nom et de mon accent, je viens de Belgique. Et je suis ici pour vous raconter quelques histoires belges. Voilà mon autoportrait. Qu'est-ce que je fais? Pendant la journée, je donne des conseils, je gère des projets et je programme. En fait, ça fait presque 30 ans que je programme. Et j'aime toujours faire ça. La nuit, je crée des jeux et j'organise des conférences comme XP Days, une petite conférence conviviale, agile, en Belgique et aux Pays-Bas. Voilà. Alors, vous avez pris le déjeuner, vous avez envie de dormir, vous n'avez pas envie de penser, vous êtes venu à la bonne session. Relax, ne ronflez pas trop fort. Je vais vous raconter quelques histoires, des histoires vraies, mais parfois qui sont des amalgames de plusieurs projets en même temps. Et je ne vais pas nommer de nom pour... Bon. Alors, vous êtes prêts? Il était une fois. Il était une fois un projet, et le but du projet, c'est de développer un jeu vidéo pour des petits-enfants. Et avec ce jeu vidéo, il y a un site social où les enfants peuvent échanger des messages, leurs scores, de la musique, des dessins. Et pour cette histoire, on va se concentrer sur le site social. Ce site social, en fait, il fait partie d'un plus grand site. Parce que ce site et le jeu est fait pour une station de télévision. Et cette station de télévision fait partie d'un ensemble de chaînes de télévision qui ont tous des sites, et tous ces sites ont le même style, le même design, le même look, la même navigation. C'est le style maison. Et on travaille tranquillement sur le projet, on développe le site social. Au journal télévisé, nouvelle à la une, il y aura un grand redesign de tous les sites, de toutes les chaînes. L'ancien look jaune, on n'aime pas le jaune. Le nouveau look sera bleu, cool. Ouais, c'est bien plus cool. Ouais. Réaction de mon équipe. Pourquoi la panique? Pourquoi la panique? C'est un simple redesign. Pascal, tu es nouveau dans le monde du jeu vidéo? Oui. Tu es nouveau dans le monde de la télé? Oui. Moi, j'ai pas de télé, je joue pas de jeu, je connais rien. Eh bien, les jeux vidéo, c'est un peu spécial. Les jeux vidéo comme ça se vend dans la période de Saint-Nicolas et le Père Noël. Qu'est-ce qui se passe si on va en production? Si on est dans les magasins avant, on vend presque rien. Si on est au bon moment dans les magasins, on vend. Si on est un jour en retard, on vend presque rien. C'est tellement grave que les commerciaux préfèrent en fait d'attendre une année pour vendre le jeu. Mais bien sûr, un an plus tard, bon, la technologie n'est plus assez nouvelle, on a passé tant de temps, le projet ne va pas vendre aussi bien. Donc pour ce projet, il faut livrer à temps. OK. Premier outil utile, c'est le cost of delay. Il faut savoir quel est l'effet sur les ventes d'un délai. Si on livre trop tôt, ça ne sert à rien. Si on livre un jour en retard, 50% en moins de ventes. OK. Cost of delay. Livre très utile, Flow, c'est un des outils qui est dedans. OK. Maintenant, je comprends le monde du vidéo, mais pourquoi la panique? On a déjà vécu des redesigns comme ça. Ça commence avec, oui, on va faire du bleu. Oui, mais du bleu clair, du bleu foncé, ou un peu de mauve, ou un peu de pourpre. Et les créatifs, ils inventent, et ils ne prennent pas de décision. Et entre-temps, on attend, c'est quelle couleur, en fait?
ils ont des difficultés à prendre des décisions. Donc, ça commence, on génère beaucoup d'options, mais il n'y a pas de convergence vers une solution qu'on peut implémenter. Ça me rappelle le processus de la créativité. Oui, être créatif, il y a un processus pour ça. Et comment est-ce qu'on fait ça? On définit le problème et on commence toujours par générer des options. Et puis, on va tester et sélectionner les options et puis on implémente l'option choisie. C'est comme ça qu'on fait du travail créatif. Il y a un petit conflit là entre la maîtrise d'ouvrage qui aime beaucoup d'options et la maîtrise d'œuvre qui dit non, dites-nous ce qu'il faut faire, une chose. Comment est-ce qu'on gère ce conflit? En fait, en ne faisant pas ça Big Bang, mais en faisant ça élément par élément. Alors, comment est-ce qu'on fait le processus créatif à la télé? On va faire du bleu, oui, du bleu clair, ouais, vous avez vu ça. Et puis, on commence à converger vers une solution. Et puis, un jour, dans les workshops, il y a quelqu'un qui s'amène et il dit « Eh les gars, regardez dehors, c'est le printemps, il y a des arbres avec des feuilles, il y a tout est vert. Ouais, c'est beau, le vert, c'est nouveau. Et si on faisait un site vert? Oh oui, cool. Et on repart. Chaque fois qu'on risque de prendre une décision, on repart. Difficile d'implémenter des sites comme ça. Entre-temps, l'équipe est là, mais prenez une décision, s'il vous plaît. Ça, c'est un problème. Un autre problème possible, c'est on veut aller du problème à la solution le plus rapidement possible. Qu'est-ce qu'on fait? On réduit le nombre d'options qu'on considère et on réduit le temps. Comme ça, on va très vite vers une solution. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Au milieu du projet, les gens ne se sentent pas à l'aise, on n'a pas regardé toutes les options, il y a peut-être une meilleure à faire, et ils commencent à générer des options. Vous avez déjà eu des projets comme ça? Au milieu du projet, toutes les décisions, et on va chercher des nouvelles options. Il faut passer assez de temps à générer des options. Okay. Livre très utile, Creativity Today, si vous voulez générer du travail créatif. Ce livre contient plein d'outils pour faire ça. Je crois qu'entre-temps, j'ai acheté 20 copies de ce livre. Chaque fois que je l'achète, je donne aux gens, je dois acheter une nouvelle copie, et je donne aux gens, et je continue à acheter. Quand j'achète ce livre, Amazon me dit toujours « Hey, attention, vous avez déjà acheté ce livre. » Oui, je sais. Bon, je devrais le commander en vrac. Ok, mais entre-temps, l'équipe est toujours en panique. Qu'est-ce qu'on fait? Alors c'est le moment de dire « Relax, don't panic ». On appelle l'équipe Real Options. Il y a 3 gars, Olaf, Chris et Chris. Qu'est-ce qu'ils disent? Relax, prenez une bière, donnez-nous un jour, et on vous dira quand et comment prendre une décision. Ok, un jour, ça va? Une bière? Ouais, encore mieux. Ok. Qu'est-ce qu'ils font, nos super-héros? Quel est notre problème? Notre problème, c'est le cost of delay. Hein? Si on est un jour en retard, 50% de ventes en moins. Ouais? C'est... OK. Et ils disent, voilà, on a des options, des real options. Et c'est basé sur les options financières. Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent les options? Ouais? OK. Une option financière, ça a un coût. Vous payez pour avoir cette option. Ça a une valeur, ça a un prix, ça vous donne le droit d'acheter quelque chose à un certain prix, à un certain moment, la date d'expiration, et vous n'êtes pas obligé d'acheter. Attention, ceci est une métaphore. Je ne connais rien
aux options financières. Il y a des gens ici qui connaissent très bien, qui construisent des systèmes énormes pour calculer les prix, les risques. Ils ont des t-shirts roses avec Murex dessus. Moi, ça c'est les spécialistes. Moi, j'y connais rien. Mais c'est utile comme métaphore pour prendre des décisions. OK. Quelles sont nos options? Ben, première option, on va en production avec le design bleu. Ah oui, mais bon, c'est pas une bonne option. Pourquoi? Ben, le processus de design, ça prend beaucoup de temps. On risque d'être en retard. Et pendant le design, il va changer tout le temps. On devra faire des changements tout le temps. C'est pas efficace. OK? Est-ce qu'il y a une autre option? Oui. On pourrait aller en production avec le design jaune d'aujourd'hui. Et une fois que le design bleu est stable, ben, on retravaille et on met le nouveau look. Ouais, mais c'est pas une bonne option. Ce ne sera pas consistant. Il y aura des sites en jaune, des sites bleus. C'est pas beau. Et bon, faire le refactoring de jaune vers bleu, ça coûte de l'argent, ça prend du temps. Okay. Est-ce que vous avez d'autres options? Non. Bah, pas fameux, des options, mais... OK, faisons une petite analyse. Est-ce qu'on connaît le coût de ces options? Non. Est-ce qu'on connaît le prix? Ben oui, on sait que si on prend l'option jaune-bleu, il faudra payer pour un redesign de jaune vers bleu. OK. Quelle est la valeur? Ben, la première option, on a un design qui est consistant sur tous les sites. Quelle est la valeur de la deuxième option? On ne risque pas de rater notre deadline. Ah, intéressant. Est-ce qu'il y a une date d'expiration? On ne sait pas. OK. Allons plus loin. Notre deadline, Saint-Nicolas, Père Noël. C'est début décembre. Donc, le jeu doit être dans les magasins début décembre. Ben, faisons un rétro-planning. Pour être dans les magasins, ben, il faut distribuer les jeux et stocker les magasins. Ça prend à peu près un mois. Donc, début novembre. Oui, mais avant de pouvoir distribuer, il faut créer les DVD, il faut faire les boîtiers, il faut imprimer les manuels, tout ça ensemble. Hein, et il faut mettre en place les serveurs production. Ça prend à peu près un mois. Voilà. Début octobre. OK. Et nous, on est en mars. 21 mars, le printemps. Hein, vert partout. OK, on a les deux options. Oui, mais il faudra prendre une décision. Quand est-ce qu'il faut prendre la décision? Et tout le monde dit, oui, il faut prendre la décision maintenant, maintenant, maintenant. On ne veut pas d'incertitude. Il faut prendre des décisions immédiatement. Relax. D'abord, il faut un peu plus d'informations. Donc, on parle aux développeurs. Est-ce qu'il faut appliquer le design immédiatement? Oui, normalement on le fait, mais on pourrait le faire plus tard. Cool. Si on le fait plus tard, ça vous prend combien de temps pour appliquer le design jaune? À peu près un mois. Okay. Et si c'est un design vraiment compliqué, toujours moins de 2 mois. Bon, dans le pire des cas, combien de temps est-ce que ça prendrait? Ouais, on ne fait pas moins de 2 mois. Ah, donc, retour au planning. Si le design et le test prennent 2 mois, quand est-ce qu'il faut décider? Début août. On est en mars. On a tout ce temps où il ne faut pas décider. Ouais, c'est cool. Bon. Et en plus, on sait en avance comment on va prendre ces décisions le 1er août. On a un algorithme. C'est bon pour les développeurs. Si le nouveau design est stable, on va faire une réestimation. Si c'est encore moins de 2 mois, alors on fait le bleu. Sinon, on fait du jaune et on planifiera le redesign bleu quand le design bleu est stable. Voilà. Rendez-vous 1er août. Ça calme déjà beaucoup les nerfs.
on connaît la date, on sait comment on va décider, on sait avec quels paramètres. Et qu'est-ce qu'on fait entre-temps, entre mars et août? Ben, on développe le site en noir et blanc, sans style, juste la fonctionnalité. Et un membre de l'équipe va à tous les meetings de suivi du redesign. Comme ça, on sait ce qui se passe. Voilà, comme ça, on a toute cette information. Bon, maintenant il est midi. On avait dit on va prendre un jour pour faire ça, donc on a encore une demi-journée. OK. On pose encore quelques questions aux développeurs. Quand il y a un nouveau design, qu'est-ce qu'il faut changer dans le code, dans la configuration? Et donc on regarde l'architecture, on regarde le code et c'est pas tellement beau. La fonctionnalité, le design ne sont pas très bien séparés. Bah, on fait un petit spike, on change le code, voilà, et on sépare les différents éléments. Là où il y a la duplication, on simplifie. Alors, à la fin du petit spike, si on met tout ça en place, ça nous prend combien? Ben, quelques jours. Et si on met tout ça en place, ça coûte combien de faire un redesign? Ah, même le redesign le plus compliqué, on sait le faire en moins d'un mois. Okay. Donc, si le design prend 2 mois, il faut décider en août. Si ça ne prend qu'un mois, on peut retarder la décision jusqu'en septembre. Ouais, encore plus cool. Quel est l'avantage de réduire le temps de cycle, de pouvoir répondre plus rapidement? Un investissement de quelques jours. Ben, on peut décider encore un mois plus tard. Très bon. Mais en plus, on a un mois de plus pour implémenter la fonctionnalité avant de commencer au design. Ouais, c'est bon parce que le deadline n'était pas facile à atteindre. Et si on prend le design jaune, il faut le retravailler en bleu, ça ne prendra qu'un mois au lieu de 2, donc ça coûte beaucoup moins. Donc on prend un nouveau rendez-vous, 1er septembre. Et si maintenant on fait l'analyse, on connaît le coût des options. Ça coûte combien cette option? 1 semaine de refactoring et 2 heures de suivi toutes les 2 semaines. On connaît la date d'expiration, le 1er septembre. Maintenant, on a les paramètres. C'est ça, les real options. Les calculs ne sont pas trop compliqués. On peut utiliser ça dans la vie réelle. Voilà, si vous voulez en savoir plus, il y a un livre qui va sortir, et j'ai la version bêta. Je l'ai juste reçu, j'ai commencé à le lire ce matin dans le train. Et ce n'est pas un livre normal, c'est une bande dessinée. Donc, au lieu d'écrire un manuel ou quelque chose, ils ont fait ça en bande dessinée. Et donc, les héros, c'est Olaf Maassen, Chris Matz et Chris Geary. Le livre sortira avril-mai, et il y aura probablement aussi une version française. OK, Real Options. OK, on fait une rétro du projet. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, en fait, en septembre, le design bleu n'était pas encore stable. Ce n'était pas une surprise parce qu'on avait suivi. On savait déjà depuis longtemps que ça n'allait pas réussir. Le projet a été livré à temps. Et aussi, ce projet a été le moins stressant que ces développeurs n'ont jamais fait. Ah, pourquoi? Ben, en fait, si on regarde la fonctionnalité, on avait un product manager dans l'équipe et il savait ce qu'il voulait. Donc il y avait très peu de fluctuations, c'était un long fleuve tranquille. Par contre, le design, là, il y a tout plein de variations, tout le monde veut changer des trucs, c'est terrible. Mais avec les Real Options, on a laissé les créatifs faire leur boulot et ça n'a pas eu d'effet sur le projet. Donc pour nous, tout était calme. Et on a intégré le design à la fin. Et ils vécurent heureux à tout jamais. Ah, c'est beau les projets. Bon, vous voulez encore une petite histoire? Allez, après la télé,
la banque. C'est il y a plusieurs années, une banque qui veut introduire du Internet Banking. C'était au temps où il n'y avait pas beaucoup de banques qui avaient ça. Et donc, ils engagent une société spécialisée dans la matière qui va développer une application web Internet Banking. Et la banque avait déjà annoncé qu'elle allait lancer ça. Elle avait déjà annoncé la date. Donc, ils ont dit à cette société, il faut livrer avant telle date. OK. Qu'est-ce qu'ils répondent? Oui, on va livrer à telle date si vous livrez les serveurs Internet Banking avant telle date. Et là, la banque dit, oh merde, les serveurs, on avait oublié. Il faut développer des serveurs. Bon, si vous êtes une banque qui a trop d'argent, c'était il y a plusieurs années, et vous faites face à un risque, qu'est-ce que vous faites? Vous externalisez ce risque. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils nous appellent. Et les gars, on a un super projet pour vous. On va faire du Internet Banking, il y a une autre société qui fait l'application web, et vous devez implémenter le serveur. Ah oui, c'est cool. Il y a juste quelques petits détails. Premier petit détail, ouais, on n'a pas encore décidé de la plateforme technique. Ouais, mais bon, on fait une évaluation et ça va prendre un peu de temps. Et vous devez utiliser notre base de données, mais elle n'est pas documentée. Bon. Et le cahier de charge, qu'est-ce qu'il faut faire? Ah oui, on va commencer à l'écrire. Mais commencez déjà à développer parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Vous avez eu des projets comme ça? Non. Est-ce que vous accepteriez un projet comme ça? Qui accepterait un challenge comme ça? Ah, bonne question. C'est payé combien? Bon, on était jeunes, on était fous. Bon, on a accepté le projet. Ah. Ici, en fait, on a le problème inverse du précédent. La banque veut garder ces deux options ouvertes et le deadline est fixé et la date de décision est fixée. Donc, quel était notre problème? Ben, quel est le temps d'implémentation entre la décision et le deadline? Problème? Même nous, les forts développeurs, super extreme programming, on ne pouvait pas développer les serveurs dans ce temps-là. Impossible. Sérieux problème. On avait déjà accepté le projet. Donc notre problème, c'est on ne peut pas implémenter la plateforme A ou la plateforme B. Impossible. Donc si on peut faire ni l'un ni l'autre, quelle est la solution? On fait les deux. Ouais, c'est logique en Belgique. C'est comme des petits enfants. Tu veux un bonbon ou une sucette? Oui. Il ne faut jamais demander ça ou ça, la réponse est oui. OK. Donc qu'est-ce qu'on a fait? En fait, on a fait les deux implémentations en parallèle. Ouais. Et puis, une fois que la décision était prise, qu'est-ce qu'on devait faire? Juste finir l'implémentation choisie. Et comme ça, il y avait assez de temps. Voilà. C'est logique, c'est simple. Hein? Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait l'application indépendante de la plateforme, on a fait une implémentation serveur A, une implémentation serveur B, et on a aussi fait une troisième implémentation, un serveur test, qui contenait des mocks où on pouvait faire des tests automatiques et qui était très léger, donc un développeur pouvait tourner ça sur sa machine. Donc, au lieu de faire une implémentation, on en a fait 3. Rétro. Ben, la banque choisit la plateforme A. OK, on finit la plateforme A, on met en production. La plateforme test, ben, on continue à l'utiliser pour faire le développement. Et la plateforme B n'a servi à rien. Si vous êtes des fans du lean naïf, vous allez dire « Ah, du gâchis !» à suivre. L'histoire n'est pas encore finie. Mais bon, l'implémentation B n'a servi à rien. Un peu plus tard, la banque reçoit une lettre du vendeur de la plateforme B. Il dit « Bonne nouvelle! On vient d'acquérir la plateforme A.
On arrête le développement immédiatement. Et bientôt, il n'y aura plus de support. Veuillez migrer vers la plateforme B. Facile. Il n'y avait plus qu'à finir l'implémentation de la plateforme B. Parfois, on a la chance. On a la plateforme A et B, et la plateforme B, c'est métamorphoser en Pac-Man et à manger la plateforme A. Qu'est-ce qui s'est passé un peu plus tard? La plateforme C a mangé la plateforme B, et on a reçu une nouvelle lettre. Bonne nouvelle, on vient d'acquérir. Bon. Vous connaissez l'histoire, et il a fallu porter vers un nouvel environnement. C'est amusant l'informatique. On fait du travail à valeur ajoutée. Mais bon, une chance que l'application était indépendante de la plateforme. Donc ça s'appelle le set-based development. Parfois, il vaut mieux implémenter toutes les options. Ça peut coûter plus cher, mais ça évite beaucoup de risques. Alors, on a le temps de faire encore un petit projet. Un tout petit. Allez. C'est un autre projet. J'arrive sur le projet. Tout nouveau, tout frais. Ah, ils ont déjà bossé 12 mois sur un projet de 9 mois. OK. Bon, je fais un petit exercice de scoping d'estimation. Ah, mauvaise nouvelle, il faut encore 6 mois. Est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on arrête? Ça remonte vers le comité de direction. Et là, on regarde, oui, on a déjà dépensé 1 million d'euros, il faut encore dépenser un demi-million. Ça commence à faire beaucoup. Le problème avec ce genre de décision, c'est le sunk cost fallacy. Sunk cost, c'est des coûts irrécupérables ou échoués. On a déjà investi 1 million et ça vaut combien? 0. Et ça, c'est ça le problème. Mais on a investi 1 million. On a déjà investi 1 million. On ne veut pas perdre ce million. Oubliez ce million. Ce million est perdu. On ne peut plus en prendre compte. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est comparer delta valeur et delta coût. Si on ajoute encore autant de coûts, on peut ajouter autant de valeur. Si on ajoute un demi-million au coût, on peut augmenter la valeur de 0, qui est la situation d'aujourd'hui, à X, moins 9 mois de cost of delay, parce qu'on est 9 mois en retard. Mais le problème, c'est on a du mal à oublier ce million. 1 million ci, 1 million par là. Après quelques projets, ça fait beaucoup d'argent. Okay? Mais c'est quelque chose de connu, c'est le sunk cost fallacy. Okay? Et un remède, c'est marginal economics, c'est de ne pas utiliser les chiffres absolus, mais des chiffres relatifs. De nouveau, flow. Bon, il y a des sunk costs financiers, mais aussi des sunk costs émotionnels. On a investi 1 million. Oui, mais l'équipe a investi 1 an. Ils ne veulent pas arrêter le projet. Quelqu'un a démarré ce projet. Quelqu'un est responsable. Il a investi sa réputation. Il ne veut pas arrêter le projet. Les gens qui travaillent sur ce produit, ils ne travaillent pas seulement pour de l'argent. Ils aiment travailler sur ce produit. Donc, un investissement émotionnel dans le produit. Bon, pas moi. Moi, je suis nouveau, je suis consultant, je suis objectif. Oui? Pas du tout. Si on arrête le projet, qu'est-ce qui se passe? Je dois chercher un nouveau client. Entre-temps, je ne suis pas payé. Financièrement, pour moi, ce serait mieux de continuer le projet. Bon. Tous ces investissements-là, ils ne sont jamais en public. Ça compte pour prendre la décision, mais ça ne se discute pas. Peut-être qu'il faudrait en discuter quand on prend des décisions. Est-ce qu'on continue ou est-ce qu'on arrête? Et donc, si vous proposez un changement,
Et les gens disent non, 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 on ne veut pas. Ouais, c'est logique, on investit autant, on va gagner autant, c'est quand même cool. Ouais. Tenez compte de leur investissement émotionnel. Imaginez, vous avez investi des années en Java. Vous avez appris, vous avez suivi des cours, vous venez à des conférences. Et lundi, vous arrivez au boulot et on dit « Hey, bonne nouvelle, on arrête le Java. » Ah ouais. Bon, c'est peut-être une décision logique, mais pour vous, c'est émotionnel. Ouais. Donc, demandez-vous, quel est mon investissement émotionnel dans cette décision? Mais capitaine, ce n'est pas logique. Eh bien non, on n'est pas logique. On est irrationnel et fier de l'être. Et donc, quand on prend des décisions, il faut tenir compte de ces émotions, de ces irrationalités. Par exemple, si on demande d'évaluer la valeur de quelque chose, la valeur de quelque chose qu'on a vaut plus que quelque chose qu'on n'a pas. Par exemple, il y a une voiture dans le showroom. Quelle est la valeur pour moi? Ouais, je donne une valeur. J'achète cette voiture. Immédiatement, elle a plus de valeur. Pourquoi? J'ai pris la décision de l'acheter. C'est une bonne décision. Donc, elle doit avoir beaucoup de valeur. C'est logique. Hein? S'il faut évaluer les coûts et les bénéfices, on surestime les coûts et on sous-estime les bénéfices. Hein? Si on doit estimer la valeur de quelque chose, on tient compte du prix qu'on paye. Et on tient aussi compte de l'attente qu'on a du produit. Si on attend plus du produit, ben en fait, on lui donne plus de valeur. Ce qui crée un cercle vertueux, parce que souvent, on va créer plus de valeur. Aussi, on gère mieux les chiffres relatifs que les chiffres absolus. On a déjà vu ça dans le marginal economics. Aussi, en estimation, c'est plus facile de dire ça c'est plus grand que ça, que de dire ça c'est à une telle taille et ça c'est à une telle taille. Ah, les options c'est bon, sauf si on en a trop. Ils peuvent nous distraire du but. Ah, encore une option, ou encore une option, ou encore une option. Où est-ce que j'allais? Ou, s'il y a trop de choix, on ne sait pas choisir. J'ai vu ça à un congrès à Gilles, aux États-Unis. Il y avait 15 tracks. Il y avait un énorme board. Je voyais des gens qui allaient comme ça, devant le board. Ah non, qu'est-ce que je dois choisir? Si je fais un choix, je ne peux pas aller à 14 autres sessions. Voilà. Donc, comment est-ce qu'on peut prendre des décisions rationnelles avec des êtres qui ne sont pas rationnels? En tenant compte du fait qu'on ne soit pas rationnel. Très bon livre, Predictably Irrational, qui contient beaucoup de tests psychologiques et d'expériences qui décrivent pourquoi on est si irrationnel. Ok. Est-ce qu'on a le temps de faire encore une petite histoire? Oui ou non? Et donc, ceci est une option. Donc, ce sont deux boutons et je peux cliquer l'un ou cliquer l'autre. Si vous dites non, ben on va vers la fin. Si vous dites oui. Il y a une option dans cette présentation. OK? Allez. Il y en a quand même quelques-uns qui ne sont pas endormis. Allez. Dernier projet, un petit projet. Vous connaissez le système EDI, l'échange de documents électroniques? Ben, typiquement, on a des vendeurs et ils ont besoin de matériel, leur stock se vide. Ils envoient un message vers les fabricants fabriquent, envoient un message, oui, c'est prêt. Et donc, nous, on développe cette plateforme EDI. Voilà. Et là, il faut convaincre les fabricants et les vendeurs de se connecter à cette plateforme. OK, et on avait une architecture assez top. On a fait beaucoup d'itérations sur cette architecture et c'était rapide, c'était des tests automatiques, c'était fiable, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. On pouvait faire des mises en production et le système continuait à tourner. Donc, c'était pas mal, c'était il y a 10 ans. À ce temps-là, le continuous delivery, c'était pas cool, c'était quelque chose pour des fous. Et qu'est-ce qui se passe?
Ben, si vous êtes fabricant, il faut faire une implémentation, il faut connecter vos systèmes au flux du système EDI. Donc on a une interface qu'il faut implémenter. Et derrière, le petit cercle rouge, on a un composant qui gère les messages du fabricant. Même chose, vendeur, vous avez une API, vous devez l'implémenter et vous vous connectez comme ça. C'est comme ça qu'on fait des projets EDI. Eh bien, pas dans cette industrie. On avait quelques petits soucis. Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un veut se connecter, il implémente l'interface, il est prêt. OK, nous, on configure, on customise, on teste et ça va en production. Le problème, c'est que dans cette industrie, l'informatique, ce n'était pas leur métier. Donc pour eux, faire une implémentation qui implémente, par exemple, 5 flux, ben, c'était un grand projet. Ce n'était pas facile. Okay. Et on avait dit, voilà, dites-nous quand vous allez faire votre interrogation. Comme ça, vous livrez votre interrogation, nous, on peut planifier notre customisation, on peut planifier les tests et on peut planifier la mise en production. Il n'y avait aucun fabricant, aucun vendeur qui tenait ces plannings. Okay. Et aussi, bon, pour ceux qui investissent dans ça, l'investissement, ça prend beaucoup de temps parce qu'il faut attendre toute l'implémentation de cette intégration, ça prend longtemps. Donc, retour sur investissement, ça prend très longtemps. Ce sont les problèmes de nos clients. Non, ce sont nos problèmes. Si chaque flux est indépendant, ben, ça devient, au lieu d'un grand projet, ça devient 5 petits projets pour le client. Si on peut customiser plus rapidement, on n'a plus besoin du planning. Le client nous dit, hey, on est prêt, on customise, hop, en production. Et si on peut mettre les customisations en production rapidement, ben, il y a beaucoup de retours sur investissement. Et pour le client, c'est incrémental. C'est plus le problème du client, c'est notre problème. Le problème du développeur. Donc on a changé notre architecture. Chaque flux est devenu indépendant. Ce n'est pas aussi simple que ça, parce que les flux peuvent collaborer. Mais pour les fabricants et les vendeurs, ce n'était plus un grand projet, mais plusieurs petits projets. Donc qu'est-ce qu'on a fait? Chaque flux est un composant indépendant. Mais si le client en a implémenté plus qu'un, il coopère. Par exemple, on a un flux pour les données catalogues. On a un flux pour les commandes. On peut les implémenter indépendamment dans n'importe quel ordre. Mais si le client en a fait les deux, s'il passe une commande, on peut faire des vérifications sur base du catalogue. Donc on avait une architecture au début assez simple, pipe et filter. On connaissait les composants, tout le monde fait son boulot. On est passé à une architecture plutôt blackboard. Un élément, et tous les flux qui étaient présents pouvaient collaborer. Si le flux n'est pas présent, ça ne fait rien. Et on avait déjà du continuous delivery. Hey. Donc, on pouvait mettre en production rapidement. Donc, qu'est-ce qu'on faisait? Le client dit, ouais, j'ai implémenté ce flux. Hop, on fait la customisation. Maximum quelques jours. Typiquement, c'était le même jour. Et chaque fois qu'on avait fait un flux, on mettait en production. Hop, un autre client, un autre flux. OK. Hop, en production. Flux par flux. Qu'est-ce qu'on a fait? On a donné des options au client. Il peut faire l'intégration en petits morceaux et dans l'ordre qu'il veut. Il ne doit plus nous donner du planning. Donc, il est totalement libre dans son travail d'implémentation. De nouveau, des options. Et le client reçoit la valeur avec chaque flux. Quel était le résultat pour nous? Une fois qu'on avait expliqué ça aux vendeurs, ce qui n'était pas toujours facile, mais ça c'est le test
d'une bonne architecture et un bon architecte. On avait le test de la secrétaire. Si on sait expliquer notre architecture, comment on l'a fait et pourquoi on l'a fait à la secrétaire ou à ma mère ou n'importe qui, on comprend bien l'architecture. Et donc, pour les vendeurs, les projets devenaient plus faciles à vendre. Parce que pour les clients, les projets étaient plus faciles à implémenter. Alors, c'est quoi l'architecture? Parfois, j'entends des choses comme ça. Ça sert à quoi l'architecture? Oui, certaines décisions sont tellement difficiles à défaire. Il faut prendre ce type de décision au début du projet et puis on ne peut plus changer. Ouais. Moi, j'ai un problème avec ça. Ce sont des décisions difficiles et difficiles à défaire. Mais au début du projet, moi, je ne sais pas beaucoup. Je n'ai pas beaucoup d'informations, je n'ai pas beaucoup d'expérience. J'ai plus d'informations, plus d'expérience à la fin du projet. Donc, qu'est-ce que je fais? Ou bien, on rend la décision facile à changer. Si la décision n'est pas facile à changer, on retarde le point de décision. Et je suis prêt à payer pour des options qui ont de la valeur. Comme le refactoring qui prend quelques jours, mais qui réduit le temps de cycle d'un redesign de 2 mois à 1 mois. Ce qui me permet de retarder des décisions. Bon, il y a toujours des oui, mais. Oui, mais il y a des choses qu'on ne peut pas changer. Comme quoi? Oui, on ne peut pas changer de plateforme. Si, on l'a fait. On a dû le faire, mais bon. OK. On ne peut pas changer de langage de programmation. Non? Retournons au projet EDI. À un certain moment, on a pris la décision de changer de plateforme et de langage. Ouais. Et, petite contrainte, le système continue à tourner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Comment est-ce qu'on fait ça? Impossible, pas belge. Ben, en fait, il y avait une troisième partie. Il y avait aussi les flux de gestion, une console d'administration. Et c'est qui utilise ça? Ben, c'était nous, les développeurs. Aujourd'hui, on appelle ça DevOps. Bon, il y a quelques années, on ne connaissait pas le terme. Mais les développeurs, opérations, c'était les mêmes personnes. Et nous aussi, on était des utilisateurs de ce système. Donc, où est-ce qu'on a démarré la migration de la plateforme et du langage? Dans la partie gestion. On avait le système existant. Qu'est-ce qu'on a fait? On a ajouté un nouveau composant de gestion dans la nouvelle plateforme, dans le nouveau langage. Et graduellement, on a migré les fonctionnalités de l'ancien système vers le nouveau. Donc, comment est-ce qu'on a fait? D'abord, on a fait des prototypes, on a fait des petits projets avec la plateforme et le langage pour bien connaître. Et puis, on a abordé la partie avec le moins de risque. Donc, la partie où nous, on était le client. Si quelque chose ne marche pas, ben, nous, on est affectés, mais pas les autres clients. On garde l'ancien composant et, graduellement, on crée le nouveau. Et on peut toujours revenir un petit pas en arrière. Parce qu'on a notre système de mise en prod continue. Donc, chaque fois qu'on faisait une petite fonctionnalité, on allait en prod. Ça ne marche pas, on revient en arrière. Et comment on a fait ça en continu et en incrémental? Il n'y avait pas beaucoup de risques. Et donc, on avait deux types de tâches. Des tâches qui viennent du client et des tâches de migration de plateforme. Ben, s'il y a une demande client, on la fait d'abord. S'il n'y a pas de demande client, on travaille sur la migration, à petits pas. Et graduellement, on a migré toute l'application, tous les clients, tous les flux, à la nouvelle plateforme, nouveau langage. Donc, alors, ça c'est la question pour vous. Vous avez une architecture, vous avez un design.
est-ce que vous pouvez expliquer la valeur ajoutée pour vos clients de cette architecture et vos processus? Une mise en production continue, ça a quelle valeur pour les clients? Pour les clients là, la valeur était claire. Est-ce que vous pouvez expliquer cette valeur de votre architecture? Je vous avais promis que vous n'alliez pas réfléchir, mais quand même, c'est presque fini, donc temps de vous réveiller. Alors, en résumé, quelques petits outils utiles pour prendre des décisions. Cost of delay, le creative process, les options, le optimal decision process, comment définir quand il faut décider. Variation separation, s'il y a des éléments qui changent beaucoup et ceux qui ne changent pas beaucoup, on les sépare, comme la fonctionnalité et le design. Set-based design, parfois il vaut mieux faire plusieurs choses en même temps. Sunk cost fallacy. Et pour moi, quel est le but d'une architecture? C'est de créer des options pour vos clients. Et bon, ça, ce sont des principes, ils ne sont pas dans un livre, ce sont mes principes. Donc, le principe du bon moment, si ce sont des décisions faciles à changer, prenez-les tôt. Si la décision n'est pas correcte, c'est facile à changer. Si c'est une décision difficile à changer, prenez cette décision le plus tard possible. Le principe de l'effort minimal, ou le principe du fainéant, ne faites pas le travail de demain aujourd'hui. C'est le principe Extreme Programming, you ain't gonna need it. Mais il y a un deuxième principe, ne faites rien aujourd'hui qui entrave le travail de demain. Si on fait l'un, on risque de faire le deuxième. Il faut faire les deux. Mais c'est facile, les deux disent ce qu'il ne faut pas faire. Et donc une bonne architecture, ça crée des options pour votre équipe, votre organisation, vos clients. Et vous avez tous des systèmes patrimoniaux qui devraient représenter beaucoup de valeur, mais souvent sont des systèmes qui créent des problèmes. Pourquoi? En fait, parce que ces systèmes contiennent de moins en moins d'options. Et je vois ça toujours. Quelqu'un dit, ouais, je voudrais ça. Et le développeur dit, ouais, impossible. J'ai même vu des cas où un développeur a commencé à pleurer quand on lui a demandé de faire un changement. Parce que c'était tellement difficile de changer ça. Ce sont des systèmes qui n'ont plus d'options. Donc votre job, c'est de continuer à ajouter des options dans ce système, pour le garder en vie, pour continuer à le faire évoluer. Okay? Et surtout, impossible, pas français, si votre première réaction est impossible, taisez-vous, réfléchissez. Il y a peut-être moyen de faire quelque chose d'utile. Don Ransom dit ça, dans chaque mauvaise décision, il se cache une bonne décision. L'exemple du site social, on avait deux options qu'on n'aimait pas du tout, mais à la fin, on a une solution qui était beaucoup mieux que tous les projets auparavant. Il faut juste réfléchir un peu. Voilà. Voilà, merci. Si vous voulez en savoir plus, je vous recommande quelques livres. Flow, Predictably Irrational, Real Options, Creativity. Il y en a un dont je n'ai pas donné des exemples, mais c'est Tom Gilp qui a plein d'idées sur l'architecture et les besoins. Et en petit cadeau, on a un site Agile Coach où il y a plein de jeux, des sessions et tout est Creative Commons. Donc vous pouvez l'utiliser comme vous voulez. Voilà. Donc on a un petit peu de temps pour une ou deux questions. Guillaume, l'homme avec le micro. Je crois que c'était sur ton premier ou deuxième histoire. Tu peux décider des dates de décision, puisque tu as des valeurs précises de temps de développement pour faire telle ou telle chose. Mais on sait bien qu'avoir des temps précis de développement, c'est pas assuré si on n'a pas une grande expérience de même type de tâche à l'avance. Et donc, comment tu fais pour prendre des décisions? Voilà, donc, comment est-ce qu'on prend des décisions quand le temps d'implémentation, on n'est pas vraiment sûr de l'estimation? Et dans tous ces cas-là, on prend des estimations worst case.
Dans le pire des cas, on risque de décider un peu trop tôt, ben c'est moins grave de ne pas avoir assez de temps. Donc il vaut mieux décider un peu trop tôt et de surestimer le temps d'implémentation. Donc là, les développeurs ont dit, voilà, 2 mois, c'est le maximum. Dans tous les cas, on n'a jamais vu plus que 2 mois. OK. S'il m'avait dit, oui, 3 semaines et 2 jours, non, 2 mois. OK, c'est fini? Alors, si vous voulez encore plus d'histoires, il y a du café dehors. Donc... OK, au revoir.